j'ai vu tous les trucs chiants et j'ai vu que rien n'était, aucun problème n'avait de solution. Non, aucun pro. Tous les... J'espère que t'as pas enregistré. Là, t'enregistres déjà ? Ah non, là, je dis n'importe quoi. Comment les oreilles s'épanouissent-elles ? Une promenade radiophonique avec Nixo. Alors, c'est bon, Marina ? Ouais. Du coup, les filles viendront, je m'occupe pas de la valise, je m'occupe de rien. Alors, les filles viendront chez toi ? Ouais. Chapitre 8. Un entretien exemplaire. Ils ont réussi à mettre toutes les planches. Donc il y a 365 jours plus une partie des planches de l'avant, puisque comme j'ai fait un crowdfunding, j'ai fait des planches pendant le Ulule pour encourager les gens après commander le livre. Donc il y a à peu près une vingtaine de pages qui se passent avant le début du challenge. Et ensuite, on a réussi, c'est l'équipe de scénographes a réussi à faire rentrer toute l'année dans ce couloir. Donc afin de donner l'impression effectivement de tunnel de souffrance que ça a été parfois, pas tout le temps, mais ça a été quand même une expérience assez intense dans le sens où j'avais jamais été obligée de travailler tous les jours de l'année sans pause. Et j'allais dire ça a été assez difficile par moments, surtout qu'en fait, comme tout le monde je pense, mais mon humeur n'est pas forcément égale de saison en saison, de mois en mois, donc il y a eu des fois où j'étais vraiment au bout de ma vie, et où en fait j'ai été quand même obligée de dépasser des moments de gros malaise pour produire, et ça a été assez intense, ouais. Moi, ça me fait penser aux tentes sanitaires qui ont été posées à la frontière. C'est vrai. Moi je suis parti 15 jours avant le confinement chez les parents de ma femme en Allemagne. D'accord. Il y avait une réunion familiale et on n'a pas pu rentrer. Et quand on est passé, il y avait des tentes sanitaires, c'était ça, des trucs blancs tout le long de la frontière. Quand j'ai vu le truc, je me suis dit c'est fou quoi. C'est vrai que c'est pas oppressant en réalité comme lieu, et que du coup on a quand même l'espace pour lire, les pages sont grandes, il y a un confort de lecture, on arrive même à lire ce qui est tout en haut. Mais c'est vrai que dans l'idée en tout cas c'était l'idée du tunnel moi j'ai quand même été 1 an dans un espèce de cocon, parce qu'en fait produire tous les jours, c'est-à-dire avoir tous les jours un recul obligatoire sur sa vie, ça met quand même dans une bulle, et puis en plus ça s'est soldé par le coronavirus, donc là on était quand même tous dans notre bulle pendant plusieurs mois, et donc ça se termine sur la Covid, même si j'aime pas dire là. Et donc l'idée du tunnel, moi je la trouve assez pertinente. Et puis je pense qu'on voit la quantité de boulot aussi que ça a exigé. Et puis alors bizarrement les planches supportent assez bien l'agrandissement, parce que pourtant je les ai faites parfois assez vite, parce qu'il fallait que je produise tous les jours. Et en fait l'agrandissement est assez... Je sais pas si tu te souviens, quand on s'était vu à Rennes, il fallait que je trouve un angle là aussi pour parler du blog. Personne ne voulait parler du blog à l'association Périscopage. Et je leur avais dit, mais si, il faut parler du blog. Et puis je parlais de ton blog comme un truc génial, que je trouvais génial. Et du coup, l'angle que j'avais trouvé, c'était de dire que la publication en livre, pour le coup, n'était pas intéressante, que le blog était plus intéressant. Et je ne sais pas si tu te rappelles, quand j'avais dit ça, tu avais des fans... il y avait vachement de monde, c'était au TNB, et les gens étaient là, ouais, qu'est-ce que c'est que ce gros con. Les gens marchaient à fond comme au cirque. Et ce qui était assez rigolo, c'est qu'en fait, je trouve que pour le coup, la luge que tu as fait, je trouve que c'est vachement plus joli que sur l'écran et que là. Et c'est la quantité, je pense. C'est pour ça que je te demandais si tu connaissais Kochalka, parce que moi j'adore les livres carrés de James Kochalka, qui dessine un très grand et c'est réduit. Je suis sûre que je connais. Oui, c'est vraiment... Hugo Comics avait publié quelques... Non, mais je connais ses forcés. Ouais. Mais je crois que je vois ce que c'est. Et il a fait son journal depuis très longtemps, il a commencé dans les années 90. Et c'est vraiment très rond, quoi. C'est très réussi. Mais moi, je sais pas, c'est un goût personnel pour le... J'aime bien quand c'est plus carré que long. Mais après, c'est vraiment... Mais Jérôme, je les avais fait en carré pour cette raison-là aussi. Oui, aussi pour une autre raison, parce que ça permet de faire des planches moins longues. Parce que je prenais un 5, j'enlevais 5 cm, ça nous faisait déjà ça de moins à dessiner. Moi, j'avais des chewing-gums, mais j'ai l'impression que je les ai perdus. Attends, je vais poser ça là, c'est trop beau. Ouais. Tiens. Tu vois, on est arrivé au bout. Voilà, on est arrivé au bout. Et là, un livre. On sort du tunnel. C'est un peu comme quand j'ai fait Nini Patalo, d'ailleurs, mon premier album, c'est que Nini Patalo, je l'ai fait. Je suis toujours aussi fan.
Ben, je suis super contente. J'ai essayé d'en refaire un, mais j'ai pas réussi. Tiens. J'étais plus dedans. Mais Nini Patalo, je l'avais fait en me disant après, je ferai un vrai truc. Je me suis dit, je vais faire ça, je vais me faire plaisir, puis c'est super, on me propose de faire une BD, et après, je ferai un truc sérieux. Et finalement, c'est cette BD-là qui m'a ouvert toutes les portes. Et de Moi, la j'ai même. éduqué ma nièce avec ça. Ah. Et aujourd'hui, elle dessine et elle t'a envoyé des pages pour ton blog. Ah, je sais pas si je les ai, parce que j'ai Ah pas non, pu mais éditer tout. En tout cas, tu lui as répondu. Ouais. Mais édité ou pas, elle était tellement heureuse que tu lui as répondu. Ouais, Elle a 20 ans. Ouais. Ah, c'est chouette. Ouais, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que même quand j'ai fait ce livre-là, j'étais un peu dans la même truc en disant bon, je fais un truc, là, je me jette à l'eau. L'idée, c'est de m'auto-éditer aussi pour comprendre comment ça marche. Ouais. Et puis finalement, le prétexte est devenu un vrai livre. Et à la fin, pour moi, je pense que ça va être un des livres que j'aurais fait dans ma vie où où je trouve que j'ai vraiment donné de moi-même, en fait. En tout cas, quand on regarde toutes les planches, là, c'est beau. Il y a un truc. Ouais, C'est la bonne impression et bonne réduction. c'est la bonne taille, c'est marrant parce que c'est quand même assez gros, mais Non, ça moi, je marche parle pas. du livre. Ouais. Moi, je trouve que Ah oui, d'accord, ce tu que parles ça de donne, l'objet, le ouais. format, l'objet, les pages au niveau objet, je trouve ça bien. J'ai suivi les conseils de Estocafiche, qui est quand même. C'est lui qui m'a aidé à. Attends, mais moi j'ai pas fait ma BD seule, hein, j'ai demandé conseil. faisais le meilleur. Bah bien sûr. Non mais je veux dire, une BD ça se fait pas seul. Génial. Ouais, je me suis pas auto-édité. Génial. Ouais. Donc Moi, c'est lui qui m'a. Moi, je lui file mes planches maintenant. Ah ouais. C'est marrant. Bah, Mais là, à chaque fois, il a des bonnes idées. bah oui. Bah là c'est lui. Enfin moi je lui ai dit ce que je voulais. C'est lui qui m'a conseillé le papier, que c'est lui qui m'a écrit le devis pour que je fasse un bon devis à l'imprimeur. Il est super. Et puis il a fait un super. Du coup l'objet est vachement lié à lui parce qu'en fait c'est lui qui m'a dit bon alors tu fais ça. Je fais ok. Puis après je me suis retrouvée avec le livre. Je fais c'est comme ça. En fait j'avais pas compris. Il y avait des trucs j'avais pas compris que ça serait comme ça. Mais finalement le livre est très bien. Moi je leur fais une confiance absolue. Mais il est très bon. Il est très bon. C'est tellement agréable. Puis il aime ça. C'est sans que. Et là, même c'est au point que je suis en train de faire un livre, je ne leur ai même pas encore montré, mais je suis en train d'imaginer des choses complexes parce que je sais que ça va l'obliger à changer. Et tu sens l'amour de l'édition parce que Damien, d'abord parce qu'il était imprimeur avant, tu sens que il aime ça parce que franchement il m'a vachement conseillé, il n'était pas obligé, il l'a fait vraiment par amitié, puis aussi parce que je crois que ça lui plaisait. Il a fait les arts décoratifs, c'est comme ça que ça s'appelle l'Estienne, donc ça s'appelle l'Estienne. C'est Estienne, je crois, c'est quoi ça? Tu apprends justement les techniques. Je sais pas parce qu'il a été imprimeur. Oui, mais avant il était à Paris, à l'école Estienne, je crois, et son frère était à l'école des Beaux-Arts d'Angoulême. J'en sais rien en fait, je sais pas, parce que moi je les ai rencontrés après, je les ai rencontrés quand ils étaient déjà chez MISPA. Moi je les ai rencontrés quand il était encore à l'école. Et en plus, moi je connais plus le travail de Eldon Guillermo, que je suivais plus, et finalement c'est marrant parce que c'est avec Damien que j'ai plus eu de contact avec le projet. Mais mais ça a été génial, et c'est d'ailleurs la conclusion, là on retombe plus dans les trucs classiques, mais j'ai auto-édité pour me rendre compte qu'on ne fait pas un livre tout seul. C'était ma conclusion, mais on peut faire autrement. On n'est pas obligé de le faire tout. En tout cas, pas avec un éditeur qui te dit ce que tu dois faire. Oui, mais dans le sens où un livre, on n'est pas tout seul. Moi, j'ai eu au moins 7 ou 8 personnes qui ont été vitales pour ce livre, sans qui j'aurais pas pu faire le livre. Donc, même tu restes maître du truc. Voilà, c'est ça. Ce que je disais, ça réinterroge la place que devrait avoir l'auteur dans son œuvre, sachant que on peut pas mettre dans le même panier des éditeurs comme ceux de MISMA et des éditeurs comme ceux de Glénat ou de Delcourt. Il y a des éditeurs qui font un travail fantastique, qui eux-mêmes galèrent autant que l'auteur et qui sont là pour faire du beau livre et qui sont arrivés comme MISMA à faire émerger des talents au fil des années et à faire exister des super beaux livres. Ça, c'est une façon de voir le métier. Et moi, ces éditeurs-là, et je les trouve indispensables. Après, moi, c'est plus ma dynamique, c'est d'une autre manière quand on est un peu installé. En fait, aujourd'hui, un auteur un peu installé, il a parfois, est-ce qu'il n'a pas plus intérêt à faire... dans les conditions qu'on lui propose les gros éditeurs aujourd'hui, est-ce qu'il n'a pas une espèce d'intérêt à penser autrement l'édition pour pouvoir survivre, tout c'est simplement. exactement comme ce que tu disais sur la capacité à gérer sa fatigue. Il faut être capable de faire exactement, jusqu'au dernier moment, de se dire je peux changer les choses et je fais exactement ce que j'ai décidé de faire. C'est moi qui suis maître à bord. Ouais. Pour moi, c'est les seules conditions de faire un truc bien. Et il est arrivé que des gros éditeurs, par exemple, il y a une époque où Gallimard faisait les guides Gallimard, avec un très bon éditeur qui mettait en confiance les illustrateurs. Et cette période de guide Gallimard, c'est absolument génial. Donc c'est possible de le faire dans des grosses boîtes. Ah oui. Mais le problème, c'est que ce qui fait que, c'est peut-être ça, ce qui fait que les gens qui arrivent à des postes de responsabilité dans les grosses boîtes aujourd'hui,
que ce soit dans la littérature, la bande dessinée ou quoi, le système fait qu'il y a une forme de médiocrité. Les gens s'élèvent par médiocrité, pas forcément par talent. Ça peut arriver qu'il y ait du talent, mais c'est pas forcément le cas. Alors que chez les petits, par exemple chez Misma, il n'y a pas de recrutement, ils sont là par passion. Donc c'est beaucoup plus simple de trouver... Oui, mais... Ou alors encore mieux, c'est de tout faire tout seul. Moi, ce que je ne ferais plus, mais... Moi, là, c'est ce que je n'ai pas fait, finalement. Je l'ai fait tout seul, mais sans le faire toute seule. J'ai eu une équipe qui m'a aidée à la logistique, j'ai eu des conseils précieux pour l'impression. Sinon, j'aurais fait un truc tout pourri. Mais c'est la décision qui Mais ce qui était important, oui, et puis que je gérais les coûts. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi, ce que ça me fait dire là, c'est qu'il faut se regrouper et trouver des structures éditoriales alternatives qui ne marchent pas pour tout le monde, hein, mais qui permettent à l'auteur de reprendre la place centrale qu'il est censé avoir dans son livre et qu'il a perdu au fur et à mesure du temps. Mais c'est ce que disait Piala sur le cinéma, il faut arrêter de faire des choses que c'est pas la peine. C'est tout. À quoi ça sert? Ouais. Alors moi, je suis dans un retournes autre... sur ton truc et puis tu regardes, t'as fait 40 livres, il y en a 2 qui sont bien, c'est les 2 premiers, et tout le reste, c'est que c'est pas la peine. Bon, alors, là, moi, je suis dans un autre... Tu peux retrouver ça dans la musique, littérature, tout ce que tu veux. Après, il y a toujours des génies. Des gens comme Franquin, ils ont réussi à travailler avec des grosses boîtes et à faire des trucs exceptionnels. Et seuls, ils n'auraient pas fait mieux parce que c'est exceptionnel. C'est une autre époque aussi. C'est des gens qui ont des capacités tellement inouïes qu'ils arrivent toujours à s'en sortir. Mais bon... Non, mais c'est une autre époque. Dans le sens, moi, je parle plus d'un point de vue politique et de rémunération et de survie de l'auteur, plus que de... Là, je suis pas dans une considération artistique, si tu veux. Je suis plus dans une considération de maltraitance des auteurs chez certains éditeurs, où je pense qu'il y a une partie, le gâteau doit être partagé différemment et comment on peut changer les choses et réussir à survivre à une période où il y a quand même effectivement une surproduction affreuse, où il y a des gens qu'on ne devrait pas éditer à ce moment-là parce que leur livre, il va faire une semaine en librairie, ils ont eu une avance merdique, et finalement c'est envoyer les gens à l'abattoir, et accepter de dire à des gens, attends, fais un truc, retravaille, que ce que font beaucoup d'éditeurs, c'est d'éditer à tour de bras, et de mettre des tas d'auteurs dans une précarité qui en fait... Il y a une petite responsabilité de l'auteur, hein. Regarde, si tu le fais, si on est plusieurs à le faire, les mecs du JT Marinette, moi, on est plusieurs à se dire, vaut mieux attendre un peu. Et pourquoi certains auteurs se précipitent? Ils ont une petite responsabilité quand même. Oui, mais il y a aussi un truc d'argent, hein, tout simplement, de survie. Tout le monde ne peut pas... Tu dis toi-même que ça rapporte peu, donc n'importe quelle autre occupation va rapporter la même chose. C'est un autre... Mais moi, je sais que j'ai pas réussi. J'ai pas la réponse, hein, mais... Moi, je pense que j'ai quand même fait... j'ai pas eu le temps dans ma vie, jusqu'à maintenant, de me poser, de dire, mais qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Est-ce que ce que j'ai fait là valait le coup? Moi, je crois que j'ai fait aussi plein de livres que j'aurais pu ne pas faire, mais je suis quand même contente d'avoir fait, parce qu'au final, quand je les relis, je suis contente, mais tous mes livres sont pas des livres indispensables à la... mais là, moi, je parle plus d'un truc... En tout cas, rassure-toi, c'est pas des livres qui c'est pas la peine. Merci. Je parlais pas de ça. Non, je sais, mais ça interroge quand même, parce que moi, j'en ai fait pas mal, mais tous ne sont pas... c'est assez inégal, mais dans tous, j'ai mis quand même un peu d'envie. Hein, sinon... De toute façon, là, j'ai pas réussi à faire le tome 6, et je l'ai pas fait. Enfin, je veux dire, j'ai été payée, j'ai vu que je faisais de la merde, j'ai écrit à l'éditeur, j'ai quand même touché tous l'avance, donc c'était quand même une grosse avance, et j'ai dit, écoute, je vais tout rendre parce que en fait, ce que je fais me plaît pas. Je pense que le livre, il sera pas bien, et puis je le sens plus. Mais je l'ai fait aussi pour Dupuis. J'ai passé 1 an et demi pour un album chez Dupuis, puis au final, je leur ai dit, je crois qu'il vaut mieux pas le publier. J'ai fait ça aussi. Ils m'ont dit, on t'invite au resto, et puis on déchire le contrat, on passe à autre chose. Et j'étais libéré. Je me suis dit, j'ai failli publier un truc qui m'aurait... C'était terminé après. Ceci dit, c'est ce que j'ai... j'ai pris cette décision-là aussi. C'est si compliqué. Non, mais bon, là... Moi, des fois, je me pose la question, pourquoi ça... Ouais, mais tu vois, quand j'ai reçu un exemplaire, que je l'ai ouvert, j'ai fait, c'est quoi cette merde? Pourquoi j'ai publié ça? J'aurais dû le laisser en nu, c'était nul. Et après, c'est qu'il a fallu 1 mois, en le réouvrant 1 mois plus tard, avec un peu la tête reposée, j'ai dit, non, ça va, j'en suis quand même contente, c'est un concept. Ça, c'est aussi parce qu'on progresse, et donc du coup, on passe des paliers. Et donc du coup, ça, c'est un truc que Franquin disait dans ses interviews, c'est que quand, au moment où on s'évalue, on a passé un palier grâce au bouquin, donc il y a une espèce de paradoxe, où on a une lucidité, et on voit tous les défauts. Mais ça... Non, mais c'est facile à voir. Il y a quand même des pages, comme tu dis, c'est des fois où je suis fatiguée, tout ça. Donc je disais, mais c'est mal fait. Alors ça va, ça passe quand tu en vois une par jour. J'ai mis regroupé, j'ai pris ça en livre. Et j'ai vraiment eu un énorme... Le fait que ça soit réduit, ça donne une cohérence. J'ai feuilleté vite fait, mais ça donne une cohérence. Écoute, Le fait que tu aies d'autres dessinateurs, là aussi. Ouais. Ça, je suis contente de l'avoir fait.
Non, au final, et puis c'est un livre, c'est presque un concept aussi, ce livre. C'est presque une performance, c'est presque de loup-bapeau, quoi. C'est-à-dire, ça va au-delà de juste... c'était quand même une aventure, quoi. Et donc, dans ce cas-là, je pense que ça a le mérite d'être expérimental. Enfin, il y a d'autres gens qui l'ont fait avant moi, hein. Je vais pas du tout renouveler le truc, mais voilà, c'était une aventure personnelle, en tout cas. Et puis, j'ai eu la chance qu'il y ait quand même cette espèce de switch, là, comment on dit, d'entrée en lice du coronavirus qui a quand même rendu mon bouquin en plus inscrit dans l'histoire. J'y ai pensé tout de suite. Je me suis dit, quand ça arrive, je me dis, elle a fait ça la bonne année, quoi. Je te dis, j'aurais attendu un peu, j'aurais chopé le Covid avant la fin du livre, ce qui aurait été encore mieux. Mais je l'ai chopé après, malheureusement. Non, t'avais deux périodes, t'avais mai 68 et là. Ouais, c'est ça. Et parce que la révolution libanaise, c'était bien, mais c'est quand même une niche. C'est-à-dire que si on n'est pas libanais, pour les Libanais, c'était incroyable, mais pour... Le printemps arabe, c'était pas mal. Ouais, mais ça, j'y étais pas. Alors, par contre... Mais compte, il n'y a pas tant que ça de trucs aussi. Non, mais le coronavirus, je pense que c'est historique, c'est un truc dont on sort. C'est comme la grippe espagnole, en fait. C'est comme les 68, il y a un avant, un après, pour absolument tout. Ouais. Comment les oreilles s'épanouissent-elles? Je crois pas que c'est comme... Parce que la grippe espagnole, ça avait été ça aussi. Oui. Si je me rappelle. Oui, il y avait le virus plus la misère. Une promenade radiophonique avec Nilso. Moi, mon arrière-grand-père l'a attrapé, la grippe espagnole, mais alors, je me dis, il en est incroyable, il en est pas mort, parce qu'en fait, c'était comme la grippe, c'était comme le coronavirus, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui l'avaient normal, et puis d'autres qui en sont morts, et puis... Proposé par Henri Landré. Avec la grippe espagnole. C'est rien que dans le post-impressionnisme, il y en a un paquet. Même avec le coronavirus, il y a vachement de gens... Commence, mais c'est pas l'hécatombe n'est absolument pas comparable. Quand tu regardes tous les peintres qui sont morts... Une production du festival Formula Bula. Non mais là, c'était... Mais quand j'ai commencé à m'intéresser tardivement à la peinture, je m'étonnais qu'il y ait autant de génies qui soient morts. Et puis j'ai vu que c'était ça. C'est la grippe espagnole. Ah ouais, Un enregistrement réalisé à la médiathèque Françoise Sagan, à Paris, dans le 10e arrondissement, vendredi 2 octobre 2020, avec Nilso et Lisa Mandel. Mais tu sais, il y a eu cette grippe asiatique qui est passée quasiment inaperçue aussi, dont on parle peu, mais j'avais vu un article dessus. Il y a eu la grippe asiatique dans les années 60, ou je sais plus, 70, qui a fait en fait énormément de morts, mais personne n'en a parlé. Et du coup, alors que ça fait plus de morts que le coronavirus, hein, bien plus, et les gens, c'est passé... C'est passé parce qu'en fait, il y avait moins de personnes âgées aussi à l'époque. Et qu'en plus, les gens mouraient, les personnes âgées qui mouraient, ça n'a pas ému. Puis il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas Internet. Enfin, les gens, du coup, c'est pas circulé l'info. Et il n'y a pas eu l'espèce de psychose qu'il y a aujourd'hui. L'être humain n'a jamais eu autant d'importance, tout simplement. C'est aussi qu'on a l'impression que le monde est tout petit à cause de l'information. Parce que quand tu... plus de la chair à canon, comme une période. Ici, parce qu'il y a d'autres pays où on l'est toujours. Globalement, on pourrait dire